Le complotisme, le conspirationnisme, c'est quoi au juste? Ces mots-là ont été créés pour servir à quoi ou à qui? Dès qu'une personne émet une idée contraire à celle qu'on prétend communément admise, elle se voit aussitôt accusée d'être complotiste. Comme si sa position, qui pourrait sans doute être défendable, n'était qu'une idée pernicieuse dans le seul but de contredire les gens de pouvoir, politique, scientifique, économique ou autre. Ces derniers considèrent alors leur contradicteur comme un perverti de la pensée qui ne comprend rien à rien, une espèce d'obsédé par les théories du complot. Jamais ils n'accepteront de débattre avec lui, sauf pour asséner des phrases cinglantes du genre « Je ne pensais pas que son cas était aussi grave ». Alors j'en sais quelque chose. Un de mes amis d'enfance, résidant en métropole, convaincu pur et dur du réchauffement climatique par le CO2 d'origine anthropique, à qui j'avais simplement avoué que pour moi cela n'était pas vraiment prouvé, me l'a lancé publiquement durant un repas. Je ne savais pas que le cas était aussi grave. Et il n'a plus voulu entendre aucun de mes arguments. J'ai donc préféré me taire. Je ne prétends pas que cette théorie du réchauffement climatique est totalement erronée, mais simplement qu'on peut logiquement avoir quelques doutes. C'est tout. Normalement, un scientifique doit toujours en avoir des doutes, même à l'encontre de ses propres convictions d'ailleurs. Sinon, il n'est plus dans le domaine de la science, mais dans celui des croyances dites révélées, c'est-à-dire des religions. Je suis sidéré qu'être sceptique soit devenu une insulte, déclare Didier Raoult à la télévision en juin 2020, répondant au journaliste Jean-Jacques Bourdin qui lui demandait s'il était climato-sceptique. Et ce dernier insiste. Mais pourquoi êtes-vous sceptique? Si ce n'était pas le cas, je ne serais pas un scientifique, rétorque le grand professeur. Alors, concernant l'histoire, quand je vois la facilité avec laquelle on travestit les faits présents, on détourne des vérités évidentes, on arrive à faire admettre dans l'heure le contraire de la réalité et surtout à convaincre une quantité d'individus, je me dis que le travail des historiens de demain sera particulièrement laborieux et que même avec des sources sûres, authentiques, leurs conclusions seront toujours sujettes à caution. C'est pourquoi l'histoire des mentalités est sans doute le seul moyen d'entrevoir la vérité historique, car elle permet de témoigner de l'état d'esprit général dans lequel se sont déroulés des faits dits historiques. Et même concernant ces fameux faits, choisis par la doxa de l'histoire bien entendu, on doit avoir des doutes. Pourquoi préférer cet événement-ci à celui-là, ce prétendu grand homme d'État à cet autre plus modeste? Parce qu'il paraît plus important? Mais qui en détermine l'importance? Même si au XIXe siècle, des historiographes ont voulu écrire l'histoire de faits avérés, souvent à l'avantage de l'élite quand même, c'est bien la recherche de la mentalité des peuples ou des communautés en présence qui a le mieux permis au siècle suivant de comprendre ce qui s'était vraiment passé et surtout quelles en étaient les causes. Je suis devenu historien après avoir repris des études universitaires d'histoire de 2005 à 2011, ayant abouti à une thèse de 600 pages sur la part celtique dans l'héritage culturel et politique des comptoirs français de l'océan Indien, à l'âge de 57 ans. Je passe rapidement sur ce qualificatif celtique que certains mentors auraient bien aimé me faire retirer du titre, considérant que le celtisme
n'existait plus depuis l'Antiquité. Mon directeur de recherche, le professeur Sudelfuma, m'a conseillé de le maintenir. Pour le remplacer par quoi, m'avait-il dit? Nous n'avions pas de réponse. Je l'ai donc écouté et tout naturellement, il m'a paru nécessaire de définir dans un premier temps les mentalités bien celtiques dans l'ouest de la France, puisque c'était de cette région que provenait la majorité des immigrants français dans l'océan Indien au XVIIe, XVIIIe et début XIXe siècle. Aurais-je dû alors occulter les guerres de Vendée et les chouanneries en Bretagne, par crainte d'être accusé de complotisme ou de conspirationnisme? Vais-je de nouveau entendre ce genre de réflexion? Son cas est grave. Si je parle d'ethnocide et surtout de mémoricide, c'est-à-dire qu'on a voulu ignorer historiquement les faits, à propos des massacres qui ont eu lieu dans l'Ouest durant la Révolution française. D'autres l'ont fait avant moi et se sont vus complètement exclus de la sphère universitaire. Certains ont même été menacés dans leur intégrité physique. Je ne parle pas d'un passé très éloigné, mais bien de faits récents. On ne les a pas accusés de complotisme, parce que le mot n'existait pas encore, mais ils furent mis au rang des infréquentables, des pestiférés. Ils n'avaient fait pourtant que dénoncer de terribles crimes d'État, avoués par des lettres de chefs militaires et des décrets du comité de salut public, et surtout relevés par des témoignages probants, les mentalités de ceux qui les avaient subis et même celles de leurs tortionnaires. Un autre exemple de cette malinterprétation d'événements beaucoup plus près de nous concerne la petite révolution de 1968 en France. Eh bien, je pense que, contrairement à ce qu'écrivaient des journalistes de La Réunion à propos de cette période, l'île n'est pas passée à côté de mai 68. Le gros titre, à la une du GIR, journal de l'île de La Réunion, du lundi de la Pentecôte 2018 pour le 50e anniversaire de cet événement, mai 68, pourquoi La Réunion est passée à côté, m'avait véritablement interpellé. Et plus encore, le titre de l'article des pages intérieures, loin des barricades, départementalistes et autonomistes se disputent le statut de l'île. Le journaliste qui l'avait rédigé, Alain Junot, dont je respecte l'analyse parce qu'il disserte bien et avec objectivité, savait-il vraiment ce qui s'était passé en France métropolitaine en mai 1968? Certains historiens du temps présent considèrent le début des événements lorsque le 3 mai, quelques étudiants hardis grimpent sur le toit d'un bâtiment de l'université de la Sorbonne pour en retirer le drapeau français et le remplacer par le drapeau breton. Un symbole anachronique, pensez-vous? Non. Un geste qui traduit réellement le grand malaise français, car à partir de cette date, c'est tout le pays qui s'embrase. Le Premier ministre Georges Pompidou se rend compte de la situation à son retour d'un voyage en Iran, le 11 mai. Il va alors prononcer un discours d'apaisement à l'Assemblée nationale et évoquer une crise de civilisation. Il dit bien une crise de civilisation. Et il a totalement raison. Ce qui s'est passé en mai 1968 en France métropolitaine et ailleurs sur la planète, ne l'oublions pas, n'avait rien à voir avec une quelconque revendication d'un monde nouveau à la trotskisme sous les pavés, la plage, c'est-à-dire le rêve de quelques dizaines d'étudiants menés par Cohn-Bendit. Mais c'était d'abord le reflet d'un véritable ras-le-bol des provinces françaises à l'encontre du centralisme parisien qui, pour entretenir de nouveaux privilèges insupportables, avait provoqué l'exode rural, la grave prolétarisation des ouvriers et la ruine des petits paysans qui étaient restés sur leurs terres.
L'île de la Réunion, qui débattait à ce moment-là d'un autre mode de gestion politique, en revendiquant pour certains l'autonomie de l'île, c'est-à-dire le droit à un modèle personnel, donc différent de développement, n'était pas à côté de mai 68, mais en plein dedans. Alors comment expliquer ce déphasage? Simplement parce que tout journaliste qui aurait osé voir les choses comme elles étaient réellement se serait vu accusé de gauchiste ou d'anarchiste. À l'époque, les mots complotiste ou conspirationniste n'avaient toujours pas été inventés. Il me semble que ces néologismes ont été imaginés dans les années 1990, quand les fondateurs du GIEC ont commencé à avoir quelques opposants à leur thèse du réchauffement climatique. Auparavant, on parlait plutôt de théorie du complot, à partir de 1970, à propos de l'assassinat du président Kennedy, par exemple. Visiblement, des membres du GIEC ne s'attendaient pas à une telle résistance. Désormais, même quand ils acceptent le débat, ce qui est rare, quels arguments ont les partisans du réchauffement, aujourd'hui d'ailleurs ils parlent plutôt de dérèglement climatique, face à des climato-réalistes érudits? Je visionnais dernièrement sur Internet une vidéo intitulée « Réchauffement climatique, mythe ou réalité ?» documentaire sur le climato-scepticisme, mise en ligne il y a 2 ans. On y présentait d'abord l'ancien ministre de l'Éducation et de la Recherche, célèbre géophysicien et membre de l'Académie des sciences, Claude Allègre, qui déclare tout de go « Ces théories sur le réchauffement sont une imposture. Les scientifiques qui les défendent ne sont pas corrects. On ne peut pas prévoir le climat général de la Terre, pas plus qu'on ne peut prévoir le temps qu'il va y faire plus de 5 jours à l'avance. Prévoir le climat dans 1 siècle, c'est une imposture. » En 2010, il avait sorti un livre, L'imposture climatique ou la fausse écologie, qui s'était vendu à plus de 120 000 exemplaires. Alors dans cette émission, face à lui, une jeune paléoclimatologue, membre du GIEC, Valérie Masson-Delmotte. Je m'attendais donc à un débat d'experts avec des arguments scientifiques solides. Eh bien, qu'annonce la dame en question? J'ai lu votre livre, pour tout dire, j'ai hésité entre rire et pleurer. Tout est dit en effet sur les moyens qu'elle va utiliser pour s'opposer à son interlocuteur dès l'introduction du débat. Sans avoir commencé par apporter le moindre argument pour défendre sa thèse, sans avoir non plus montré sur quel point scientifique le ministre aurait pu se tromper, elle cherche à le ridiculiser. Bref, il apparaît bien en fait que c'est une technique de verbalisme qu'on doit apprendre aujourd'hui sans doute au GIEC, comme on apprenait autrefois le catéchisme à l'église. La suite du film est inutile pour tenter de se forger une opinion. Il est tout entier à charge contre Claude Allègre et les autres climato-réalistes, avant d'aller rechercher aux États-Unis, selon les réalisateurs de ce fameux documentaire, les responsables milliardaires de ces idées anti-GIEC. Ben oui, c'est évident. Tout le monde sait bien qu'un individu quelconque, même érudit, et surtout français, ce Gaulois réfractaire, ne peut qu'être manipulé par des super-cerveaux transatlantiques. Et puis, concernant les prétentions de certains jeunes universitaires français prêts à donner des leçons de connaissances à leurs aînés les plus prestigieux, et profitant du système moyennant leur soumission à la doxa, je ne peux que répéter cette accusation d'Igor Bogdanov, qui me paraît pleine de vérité, justement parce que j'ai été moi-même universitaire, écarté des laboratoires de recherche et des publications officielles. Et voilà ce que disait Bogdanov. Il y a dans la recherche d'État, la recherche publique, malheureusement beaucoup de chercheurs qui sont financés par les deniers publics
et qui passent leur temps, en effet, à protester, à faire semblant de chercher, à publier avec les copains, parce que c'est facile de publier un article quand on est à 15 signataires. On est là, tiens, tu veux venir? Ben tiens, on te prend. Et hop, on te met sur un strapontin, tu as ton nom sous l'article, et comme ça, t'es tranquille pour un an. Ça, c'est un genre de pratique qui, dans la recherche, est beaucoup trop courant et conduit à la fois à des abus, mais aussi à une fausse image de la soi-disant excellence de la recherche française. C'est d'Igor Bogdanov sur France Inter dans l'émission Souriez, vous êtes informé du 4 novembre 2010. Pour conclure, la leçon de morale de Pythagore est pourtant sans détour, si vraiment le vieux grec a écrit ça. Sois juste et irréprochable. Instruis-toi et tu arriveras à connaître l'unité de la nature, à savoir que partout dans l'univers, la matière et l'esprit sont des aspects différents d'une même réalité. Fais triompher ce qu'il y a de meilleur en toi, l'esprit. Alors, quand tu abandonneras ton corps mortel, tu revêtiras toi-même la forme d'un Dieu immortel. Il parle de la mort. Dieu ne fit la mort que pour des raisons de commodité, aurait dit plus de 1000 ans plus tard le médecin perse Avicenne. Quoi qu'il en soit donc, notre disparition de ce bas monde est inéluctable, et ceux qui se croient indispensables à la survie de l'humanité sont légion dans les cimetières. Je m'en tiendrai donc à cette formule philosophique qui me paraît pleine de bon sens cartésien. Peu importe le temps qu'il faudra, mais le meilleur l'emportera un jour et pour toujours, même si dans l'immédiat, tous les autres passent devant. Alors, même avec des accusations de complotisme, paradoxal, les générations futures finiront bien par connaître à terme, en climatologie comme en histoire et dans d'autres sciences, un peu plus de la vérité scientifique. Le mensonge passe par l'ascenseur, la vérité par l'escalier, mais elle finit toujours par arriver, aimait répéter le professeur Luc Montagnier, que certains osaient accuser de sénilité mentale quelques années avant sa disparition le 8 février 2022. Étrange Nobel séduit par l'irrationnel, titrait dans un court article le journaliste scientifique à son propos, Jean-Yves Naud, en 2017, lui aussi décédé en 2020. Eh bien pour moi, c'est plutôt son titre qui me paraît étrange, de nature bien complotiste quand même.